Donc, mon nom est Marc Verdussen, je suis professeur de droit constitutionnel ici à l'Université de Louvain, où je dirige le centre sur l'État et la Constitution. Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts. Je suis dans mon bureau de Louvain-la-Neuve, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être présent. Quand c'est possible, je le fais bien sûr, mais là j'avais des problèmes d'agenda qui m'obligent à faire cela par Zoom. Et j'ai un slide qui résume l'ensemble de mon intervention. Je pense que ce sera plus efficace. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça va? Parce que je n'ai pas de casque, mais j'ai déjà fait des auditions de cette manière-là et ça passe bien en général. En tout cas, moi je vous entends bien. Je ne sais pas, je regarde un peu vers les. S'il y a moyen d'augmenter un petit peu le volume, je ne sais pas si vous savez augmenter le volume de votre micro ou vous rapprocher un peu du micro éventuellement. Voilà, comme Je, ça, je regarde vers les interprètes qui me font ces signes-là. ça va. Bien, alors, je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais peut-être vous livrer d'abord deux sentiments très brièvement. Le premier, c'est que je crois tout de même utile de souligner que en matière de vaccination obligatoire, il n'y a évidemment pas de vérité scientifique. Il y a des connaissances, il y a des méthodes scientifiques dont vous devrez faire la synthèse pour prendre une décision qui ne sera pas scientifique, mais qui sera politique. Et parmi ces données scientifiques, il y a des données juridiques. Parce que oui, le droit, c'est aussi une science, et je tiens à le dire. Et deuxième sentiment, je crois qu'il faut être conscient que ces données juridiques, elles doivent être prises à leur juste valeur. Le droit n'offre pas ici de réponse toute faite. Et certainement d'autres juristes ont déjà dû vous le dire. Par contre, il vous contraint à vous poser les bonnes questions. En un mot commençant, le droit pose des balises et il impose un cadre d'analyse. Alors, comme professeur de droit constitutionnel, la question des droits fondamentaux s'inscrit évidemment au cœur de mes préoccupations scientifiques. Et quand je parle de droits fondamentaux, je parle de ceux qui sont reconnus par notre Constitution, bien sûr, mais aussi par ceux qui sont reconnus au niveau européen et international, les uns et les autres formant aujourd'hui ce qu'on appelle un ensemble indissociable. Alors, je vais droit au but. Je vais droit au but. Je crois qu'aucun juriste sérieux ne pourra vous dire qu'au regard des droits fondamentaux, en général, ou au regard d'un droit fondamental en particulier, la vaccination obligatoire, c'est possible ou ce n'est pas possible de manière générale et abstraite. Tout simplement parce qu'en matière de droits fondamentaux, tout est une question de cas d'espèce, de mise en balance concrète d'intérêts différents, voire divergents, des intérêts qui sont liés à des circonstances de fait qui varient d'un cas à l'autre. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites devant vous, hein, et je suis bien conscient d'arriver un peu en bout de course. Là où je pense modestement pouvoir vous être utile, c'est en vous procurant une méthodologie. Et même en réalité, plus que cela, une feuille de route juridique avec à chaque étape des vérifications à opérer. Pour le dire autrement, vous devez soumettre le dispositif législatif que vous voulez voter, vous devez le soumettre à ce que je pourrais appeler un crash test, si vous me permettez cette expression et cette métaphore, de manière à vous assurer de vous assurer finalement de la résistance en droit de ce dispositif législatif. Et pour cela, je me focalise sur un droit fondamental en particulier, c'est le droit au respect de la vie privée, droit reconnu par la Constitution, article 22, et par la Convention européenne des droits de l'homme, article 8. Alors pourquoi ce droit? Parce que, et cela vous l'avez déjà entendu, la vaccination obligatoire est une atteinte à l'intégrité physique et que l'intégrité physique est une composante de la vie privée, tout simplement. Ça ne signifie pas que le problème ne peut pas être posé au regard d'autres droits fondamentaux. Je pense par exemple à la liberté de conscience, mais je me centre moi sur la vie privée. Alors, pour qu'une mesure de vaccination obligatoire comme celle que vous envisagez puisse être considérée comme acceptable au regard du droit à la vie privée, vous devez faire 5 vérifications. Et j'y reviendrai tout à l'heure, vous devez montrer que vous avez bien fait ces vérifications. 5 tests en quelque sorte. Et je me permets de vous dire que tout ce que vous avez pu entendre de mes collègues non juristes jusqu'à présent, vous allez pouvoir assez largement l'injecter à travers ces différents tests. Alors, le premier test, il tient en un seul mot, c'est le mot loi. Pour imposer la vaccination obligatoire, il est nécessaire de passer par une loi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par loi? Je vais ici vraiment être très bref. Si vous combinez l'article 22 de la Constitution avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que vous y ajoutez les règles de répartition des compétences, j'en arrive moi à une double conclusion.
il faut une norme législative. Cette norme législative est nécessairement une loi fédérale. Bah, c'est bien, on y est. Et deux, il faut que cette loi soit suffisamment claire et précise pour garantir aux individus une prévisibilité de leur comportement. Je ne crois pas que ce test soit de nature à poser de problème, à condition que la loi que vous allez voter soit suffisamment claire et précise, je le répète. Deuxième test. La vaccination obligatoire poursuit-elle un objectif clairement défini? Alors, je dois bien dire que ce test est souvent négligé, alors qu'il est capital. Pourquoi est-ce qu'il est capital? Il est capital parce que l'objectif poursuivi par le législateur, cet objectif, il est mobilisé dans les autres tests. Il est impossible de réaliser les tests 3, 4 et 5 si vous n'avez pas une connaissance précise de l'objectif que vous poursuivez. Et ensuite, parce que selon l'objectif que vous poursuivez, les modalités et les conditions de la vaccination obligatoire seront différentes. Alors, fondamentalement, il me semble que vous devez trancher entre deux objectifs possibles. Soit il s'agit d'éradiquer le virus, est-ce seulement possible? Je ne suis pas compétent pour le dire. Soit il s'agit d'éviter une saturation des unités de soins intensifs dans les hôpitaux, ce qui correspond à la justification qui a jusqu'ici été donnée aux mesures sanitaires. Alors, je précise qu'il doit s'agir d'un objectif en soi. Par exemple, protéger les personnes vulnérables ou éviter les contaminations, ce ne sont pas des finalités en soi. Le but de la protection des plus vulnérables ou le but de la lutte contre les contaminations, c'est d'éviter l'engorgement des unités de soins intensifs par ces mêmes personnes vulnérables ou par ces mêmes personnes contaminées. En d'autres termes, un objectif qui, en réalité, renvoie à un autre objectif qui lui est sous-jacent, mais ne peut pas être considéré comme étant un objectif en soi. Alors, la réponse à la question de l'objectif à poursuivre, je ne l'ai pas, mesdames, messieurs. Je ne l'ai pas, évidemment, parce que c'est une question qui relève du pouvoir d'appréciation des élus du peuple, c'est-à-dire de vous-même. Test numéro 3. Est-ce que l'ingérence dans le droit à la vie privée est liée à des motifs d'ingérence qui sont prévus expressément par l'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme? Alors, l'article 8, paragraphe 2, vous le connaissez, il énumère un certain nombre de motifs légitimes d'ingérence, d'intérêts qui sont protégés par l'article 8, paragraphe 2. Et parmi eux, il y a la protection de la santé. La protection de la santé. Alors, pour moi, le test 3 ne me paraît pas problématique non plus, parce que quel que soit l'objectif précis que vous entendriez poursuivre en imposant la vaccination obligatoire, cet objectif sera nécessairement lié à une préoccupation de protection de la santé. La Cour européenne des droits de l'homme dit un besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique. Et ce besoin est d'autant plus impérieux que en Belgique, vous le savez bien, le droit à la protection de la santé est consacré par l'article 23 de notre Constitution. Alors, j'ajoute, et sans entrer dans le détail, qu'une vaccination obligatoire peut évidemment servir indirectement d'autres intérêts que la protection de la santé, qui sont également protégés par l'article 8, paragraphe 2. Je pense par exemple à la liberté de circulation, entravée par des mesures de confinement. Vous avez entendu mercredi après-midi Vanessa Degré, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de l'écouter, mais elle a écrit dans le journal des tribunaux il y a un an un article dans lequel elle aborde cette question de la liberté de circulation, vaccination et liberté de circulation. Je pense aussi par exemple à la liberté d'enseignement, puisque la vaccination permet quand même d'éviter la fermeture des écoles. Je passe au test numéro 4 et j'y passe très brièvement. C'est le test de la pertinence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que la mesure que vous envisagez est de nature à atteindre l'objectif que vous avez défini. En d'autres termes, qu'elle soit suffisamment vigoureuse pour atteindre cet objectif. Alors ici, évidemment, les données de mes collègues des sciences médicales ont évidemment toute leur utilité. Pour prendre un exemple simple, mais tous les exemples ne sont pas simples, si l'objectif poursuivi est d'éradiquer le virus, on doit se demander si la vaccination obligatoire limitée à certaines catégories de personnes suffira à atteindre cet objectif. C'est cela la question de la pertinence. J'en arrive au dernier test, le test de la proportionnalité. C'est ce qu'on appelle le test des effets collatéraux. Je m'explique. À supposer que la mesure envisagée soit de nature à atteindre l'objectif poursuivi, encore faut-il que l'ingérence dans le droit à la vie privée ne produise pas des effets à ce point démesurés, à ce point disproportionnés, que ce droit serait frappé dans ce qu'il a de plus essentiel.
Vous connaissez cette image qui est souvent véhiculée, on ne tue pas une mouche avec un canon. En d'autres termes, et c'est là la vraie question de la proportionnalité, existe-t-il des solutions alternatives qui permettraient d'atteindre le même objectif en créant moins de dégâts collatéraux? Alors, c'est évidemment le test le plus délicat. Et pour vous permettre d'y voir plus clair, je me permets de préciser que le test de proportionnalité peut se décliner en plusieurs questions. Et moi, j'en ai isolé 5 que je vais aborder brièvement avec vous. Alors, 1. La question de la proportionnalité, c'est une question de coût. Pourquoi c'est une question de coût? Parce que cette question vous oblige à vous demander si l'objectif poursuivi ne pourrait pas être atteint par une mesure moins coûteuse. Alors, vous allez me dire, moins coûteuse, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça veut dire d'abord moins coûteuse en termes d'atteinte aux droits fondamentaux, moins coûteuse aussi socialement et donc financièrement. Alors, moi, je n'ai pas pu entendre toutes les auditions, mais enfin, j'ai eu tout de même la possibilité d'en entendre certaines. Il y a des alternatives qui vous ont été présentées. Je pense notamment à celle de mon collègue Marius Gilbert sur l'obligation d'information vaccinale. C'est évidemment à ce stade de la feuille de route juridique que ces alternatives doivent être envisagées. Et pour chacune d'elles, vous devez vous poser finalement deux questions. Un, est-ce que cette mesure alternative elle a un coût, bien sûr, elle a aussi un coût, mais si oui, lequel? Il doit être évalué. La suggestion de Marius Gilbert, par exemple, elle a un coût financier. Lequel? Elle a aussi un coût en termes de liberté, bien évidemment. Et deux, en admettant que la mesure alternative est moins coûteuse, il faut encore s'assurer qu'elle permet d'atteindre le même objectif, notamment en vérifiant qu'on peut la faire respecter en pratique. Et j'ai entendu que la suggestion de Marius Gilbert posait certaines questions sur ce plan. La proportionnalité, c'est aussi une question d'équilibre. Je m'explique. La proportionnalité vous oblige à procéder à ce qu'on appelle en droit une conciliation entre, en l'occurrence, le droit à la vie privée et un ou plusieurs autres droits fondamentaux, avec lesquels il entre en conflit. Alors, le principal conflit, c'est quoi? Droit à la vie privée versus droit à la protection de la santé. Pourquoi? Parce que l'atteinte que la vaccination obligatoire porte à la vie privée, elle est justifiée précisément par la volonté de protéger la santé. Alors, nous sommes dans un système, et cela, les membres de votre commission qui ne sont pas juristes doivent bien le comprendre, nous sommes dans un système qui refuse toute hiérarchie abstraite et générale entre les droits fondamentaux. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un droit fondamental, hormis des droits absolus comme l'interdiction de la torture, bien sûr, mais hormis cela, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un droit fondamental qui est prééminent de manière générale et abstraite par rapport aux autres. Et donc, le seul moyen de résoudre un conflit entre plusieurs droits fondamentaux, c'est au cas par cas de concilier ces droits fondamentaux, de le faire par ce qu'on appelle une balance des intérêts, parce que derrière des droits, il y a des intérêts, bien sûr, par une balance des intérêts, en recherchant, c'est l'image de la balance, un point d'équilibre entre les droits qui sont en conflit. C'est compliqué, bien sûr. La question de la proportionnalité, c'est aussi une question de temporalité. Alors, je veux dire par là quoi? Je veux dire par là que la balance des intérêts dont je viens de parler, elle ne conduit évidemment pas au même résultat à un temps X ou à un temps Y. Alors, qu'est-ce que j'entends par temps? Le temps, c'est d'abord le temps médical. Les données médicales à prendre en compte ne sont évidemment pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a un an ou qu'il y a 6 mois ou même qu'il y a un mois. Je pense au nombre de contaminations, je pense au nombre de personnes qui sont en soins intensifs, je pense au taux de couverture vaccinale, etc., etc. Alors ici, je passe évidemment le relais à mes collègues du secteur des sciences de la santé. Mais le temps, c'est aussi le temps politique. Ce qui était politiquement acceptable il y a un an, quand les vaccins sont apparus, ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Et le CST n'est pas la moindre de ces choses. Des choses qui ont pu aggraver encore davantage le fossé entre les citoyens et le monde politique, avec cette conséquence que l'évolution de la crise a généré un repli sur soi chez un nombre de plus en plus important de citoyens qui, aujourd'hui, refusent catégoriquement toute forme de contrainte sociale. Quand je vous dis cela, je ne pose pas un jugement de valeur, c'est un constat objectif. La question de la proportionnalité, quatrième point, c'est aussi une question de sanction. Les sanctions pouvant être infligées à celles et ceux qui se soustraient à l'obligation. Alors,
À cet égard, je crois que vous devez bien être attentif de distinguer la mesure elle-même, c'est-à-dire le principe même de l'obligation vaccinale, et les sanctions qui assortissent cette obligation précisément pour la rendre effective. Alors, les sanctions peuvent être tout à fait déterminantes et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De nouveau, c'est la balance des intérêts dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici en cause. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, d'abord en raison de leur gravité. Entre une amende d'un montant raisonnable et une peine d'emprisonnement, il y a évidemment une gamme possible de sanctions. Elles peuvent faire pencher la balance aussi en raison de leur degré d'effectivité ou d'ineffectivité, et puis aussi parce qu'à elles seules, les sanctions peuvent entrer en conflit avec d'autres droits fondamentaux, hein, indépendamment même du principe de l'obligation vaccinale. Donc la sanction elle-même. Alors bien sûr, mesdames, messieurs, comme le disait le Premier ministre il y a quelques mois, on ne va tout de même pas piquer les gens dans la rue, bien évidemment, bien évidemment. Mais, parce qu'il y a un mais, l'État pourrait être tenté au départ de croisements de données personnelles, de suspendre des droits. Les allocations de chômage, par exemple, ou les allocations familiales. Et ce risque est évidemment d'autant plus sérieux que l'État dispose déjà de nombreuses données sur les citoyens que nous sommes, vous le savez mieux que moi. Et donc, cette question doit, à mon sens, être abordée dès à présent, parce qu'elle est étroitement liée à l'obligation vaccinale elle-même, puisqu'elle touche à l'effectivité même de cette obligation. Or, de telles sanctions, des sanctions fondées sur des croisements de données personnelles, ne pourraient être considérées comme de simples mesures d'exécution de la loi qui seraient déléguées au pouvoir exécutif. L'article 22 de la Constitution impose au législateur lui-même de déterminer les traitements de données qui peuvent être mis en place et de les organiser clairement dans une loi. Cette loi, ce doit être la loi qui organise l'obligation vaccinale, si en tout cas vous l'adoptez. Il faut un chapitre sur l'obligation et il faut un chapitre sur la mise en œuvre de cette obligation dans lequel apparaissent clairement, si c'est la voie que vous privilégiez, bien sûr, les traitements de données qui sont mis en place pour sanctionner les personnes non vaccinées. Et j'y ajoute, il ne suffit pas d'une loi, il faut aussi une loi qui respecte le plus scrupuleusement possible le droit à la vie privée. J'en dis pas plus parce que, je vous le confesse, je ne suis pas un spécialiste de la protection des données. Je dis simplement ceci, c'est presque un signal d'alarme que je tire, qu'il s'agisse de la vaccination obligatoire ou du pass vaccinal sur lequel je dirai un tout petit mot tout à l'heure, dans tous les cas, des données personnelles vont circuler et si vous n'y prenez garde, le risque existe que ces données soient utilisées par l'État à des fins différentes des objectifs qui justifient ou qui justifieraient la vaccination obligatoire ou le pass vaccinal. Et donc, à l'heure où le traitement des données personnelles par l'État est mis sur la sellette, notamment sur la scène européenne, je ne pourrais que vous incliner à la plus grande prudence sur ce point. J'en arrive à la dernière question. C'est la question de la proportionnalité. La proportionnalité, c'est une question casuistique. Alors, j'ai tenté de vous montrer brièvement, parce que le temps est court évidemment, que le test de proportionnalité peut vous conduire à renoncer à la vaccination obligatoire, il peut vous conduire à décréter la vaccination obligatoire. Si vous la décrétez, il peut vous conduire à la décréter de manière générale ou à la moduler, par exemple, selon les catégories de la population auxquelles elle s'adresse. Et j'ajoute que quelle que soit la portée de la vaccination obligatoire, générale ou ciblée, le test de proportionnalité peut vous conduire aussi à prévoir des modalités, des conditions particulières, exemple évidemment évident, vaccin contre-indiqué pour certaines personnes. Bref, entre le oui et le non, le curseur peut être placé à différents endroits. Et c'est une leçon que je tire du droit en général, c'est que le droit en général nous apprend, et on le voit ici de manière particulièrement aiguë, que ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas tout le monde ou personne, il n'y a pas que du blanc et du noir, il y a aussi entre le blanc et le noir toute une gamme de couleurs. Alors, j'ai parlé de curseur, j'insiste sur le fait que la position du curseur est directement liée aux éléments concrets propres à la décision que vous allez devoir prendre, donc propres à la situation que cette décision entend régler. Je voudrais à cet égard vraiment un instant, Monsieur le Président, revenir sur l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en grande chambre le 8 avril 2021.
C'est un arrêt dont d'autres orateurs vous ont déjà parlé, donc je sais que vous le connaissez. La Cour a rejeté 5 recours dirigés contre l'État tchèque, recours qui dénonçaient une obligation légale générale de vacciner les enfants contre 9 maladies, et les recours étaient fondés sur notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on a dit tout et n'importe quoi sur cet arrêt. Alors, pas devant vous. Moi, j'ai entendu Hendrik Weuil. Tout ce qu'il vous a dit sur cet arrêt est parfaitement exact selon moi. On a dit tout et n'importe quoi en dehors de votre commission. Ce que je retiens de cet arrêt, et toujours dans la perspective méthodologique qui est la mienne, c'est que les juges européens, tout en rappelant qu'il existe en cette matière dans le chef des États une ample marge d'appréciation, c'est les termes utilisés par la Cour, les juges se sont fondés sur un ensemble d'éléments concrets propres au cas dont ils étaient saisis pour décider que le droit à la vie privée n'a pas été violé par l'État tchèque. C'est une manière de vous dire, de vous redire, pour moi, que le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, le contrôle qu'elle peut exercer sur une mesure de vaccination obligatoire, c'est un contrôle qui est marginal et concret. Il est marginal au sens où la marge d'appréciation laissée à l'État est grande, c'est vrai. Il est concret au sens où le contrôle se fait en fonction des éléments propres au cas précis dont est saisie la Cour. Hendrik Weuil vous a parlé de casuistique, ben, il a raison, c'est exactement le mot qu'il faut utiliser. Alors, on peut bien sûr trouver dans l'arrêt des éléments qui pèsent en faveur d'une vaccination obligatoire. La vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique. Les destinataires de la vaccination obligatoire sont des enfants, donc une catégorie vulnérable. L'obligation de vaccination est assortie d'exceptions, de garanties procédurales. Les sanctions ne sont pas disproportionnées, etc., etc. Ces éléments sont à l'évidence transposables, ils sont à l'évidence exploitables, pour utiliser un mot plus précis, pour d'autres formes de vaccination obligatoire, mais ils ne sont pas pour autant une assurance tout risque, loin s'en faut. Je conclue, Monsieur le Président, et je conclue par 2 observations complémentaires. 1. Si vos réflexions devaient vous amener à considérer que la vaccination obligatoire n'est pas politiquement souhaitable, vous pourriez être tenté d'envisager d'autres mesures, non moins attentatoires aux droits fondamentaux, et je pense évidemment, vous me voyez venir, à une autre obligation, celle du pass vaccinal. Il est bien évident que vous ne pourriez recourir à cette autre mesure qu'en suivant exactement la même feuille de route qui ne vous conduira pas nécessairement aux mêmes réponses. Pourquoi? Mais parce que les enjeux sont différents, et parce que, et là c'est le juriste qui parle, les droits fondamentaux qui sont en jeu ne sont pas nécessairement les mêmes que dans la vaccination obligatoire. Et je serais même tenté de penser que les droits fondamentaux qui sont menacés dans le cadre du pass vaccinal sont bien plus nombreux que s'agissant de la vaccination obligatoire. Et donc, si convaincu de ne pas imposer la vaccination, vous vous rabattez à titre d'alternative sur le pass vaccinal sans opérer les 5 vérifications que j'ai tenté de vous exposer ce matin. Je m'excuse de vous le dire aussi franchement, mais vous allez droit dans le mur et c'est ici mon devoir de juriste de vous le dire. Deuxième observation et toute dernière ici. Ce que j'ai appelé crash test, je crois que l'image est éloquente. Ce crash test que j'ai détaillé, ce n'est pas un outil que vous pouvez utiliser parmi d'autres outils. Je suis désolé de devoir vous le dire. C'est un outil que vous avez l'obligation d'utiliser en droit. J'attire votre attention sur le fait que plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme tentent à montrer que les juges européens s'intéressent à la qualité du processus décisionnel qui a conduit un État à créer une ingérence dans un droit fondamental autant qu'à l'ingérence elle-même. Ce qui revient à dire que l'État mis en cause devant la Cour doit être à même de démontrer qu'en usant de la marge d'appréciation que lui laisse la Convention, j'en ai parlé tout à l'heure, l'État a opéré de manière suffisante les vérifications rappelées ci-dessus et tout spécialement le test de proportionnalité. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un phénomène de procéduralisation des droits fondamentaux. Plus la Cour européenne des droits de l'homme est convaincue que les autorités étatiques ont fait ce travail de mise en balance des intérêts en présence, moins elle sera encline à entrer dans le fond du problème. Inversement, la Cour européenne des droits de l'homme,
peut censurer une mesure d'ingérence dans un droit fondamental en se basant exclusivement sur le fait que les autorités étatiques n'ont pas fait ce travail de mise en balance des intérêts en présence. Conclusion, mesdames, messieurs, qu'il s'agisse de la vaccination obligatoire ou du pass vaccinal, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous devez pouvoir démontrer que vous avez suivi la feuille de route que je vous ai présentée. Pour le dire autrement, la question du respect des droits fondamentaux par la loi, ce n'est pas, comme on a trop tendance à le dire aujourd'hui, ce n'est pas que l'affaire des juges. C'est d'abord et avant tout l'affaire du Parlement. Le juge, il est là pour, après que le Parlement ait fait son travail, vérifier que ce travail a été correctement fait, que le Parlement n'a pas commis d'erreur marginale d'appréciation. Mais en première ligne, c'est le Parlement qui est là pour faire respecter les droits fondamentaux. Je suis parfois frappé de constater, et je le dis souvent à mes étudiants, qu'il arrive régulièrement que devant la Cour constitutionnelle, une loi soit contestée au regard des droits fondamentaux sans que la question ait été examinée de manière sérieuse par le Parlement. Je trouve cela extrêmement regrettable. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Vous m'entendez bien toujours? Ça va? OK. Oui, c'est un petit peu faible, mais je ne sais pas si vous savez rapprocher du micro. Je regarde. Voilà, je ne sais pas faire plus fort que cela, mais ça va pour vous? Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir toutes les rencontrer, mais je vais essayer en tout cas d'être le plus complet possible. Une question qui m'a été posée, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut des sanctions et si oui, lesquelles? Alors, est-ce qu'il faut des sanctions? Évidemment, il y a une comparaison qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est l'obligation de vote. L'obligation de vote en Belgique, elle est sanctionnée, mais ces sanctions ne sont absolument pas appliquées et sont complètement ineffectives. Et pourtant, le taux de participation aux élections est un taux qui reste grandement élevé. Bien. Je pense toutefois que la comparaison a ses limites. Si beaucoup de gens et beaucoup d'électeurs continuent à aller voter alors qu'ils savent très bien qu'ils ne risquent absolument aucune espèce de sanction, c'est à mon avis parce qu'il y a une prise de conscience dans la société que le vivre ensemble implique un certain nombre de droits, bien sûr, mais aussi de responsabilités et de devoirs. Je ne suis pas sûr que cela soit transposable tel quel pour l'obligation vaccinale, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les non-vaccinés aujourd'hui forment un noyau très, j'allais presque dire irréductible, je n'en sais rien, mais en tout cas qui peut donner l'apparence d'être un noyau très irréductible. Donc oui, il faut des sanctions. La question, c'est de savoir lesquelles. Alors, je vous l'ai dit, entre l'emprisonnement et la peine d'amende minime, il y a toute une série de gammes possibles de sanctions. Ce n'est pas à moi de les inventer, c'est à vous d'imaginer des sanctions. La seule chose que je constate, et ça c'est le juriste qui parle, c'est que quand on évoque des sanctions intermédiaires, le plus souvent, c'est sous la forme de suspension d'un certain nombre de droits, allocations familiales par exemple, j'ai cité tout à l'heure les allocations de chômage, des droits qui sont d'une certaine manière protégés par l'article 23 de la Constitution, ce qui me pose déjà un problème, mais surtout, la mise en œuvre de ces sanctions va impliquer des traitements de données à caractère personnel qui pourraient donner lieu à un certain nombre d'abus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais le dire maintenant. En regardant la liste des experts que vous avez décidé d'entendre, je suis vraiment très étonné, sauf erreur de ma part, que vous n'ayez convoqué absolument aucun spécialiste des traitements de données à caractère personnel. Alors que la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, la mise en œuvre aussi du pass vaccinal, elle passe, à mon avis, inévitablement par des mesures, des sanctions qui vont mobiliser des traitements de données à caractère personnel. S'il y a bien un sujet qui aujourd'hui est éminemment délicat sur le plan juridique, c'est celui-là. Et donc, je suis effectivement étonné que ce débat ne soit pas approfondi avec des experts qui sont compétents dans cette matière-là. Alors, sur les sanctions, donc attention effectivement à des dérapages juridiques, je viens de le dire, attention aussi à la question de l'efficacité. Si vous choisissez les sanctions, vous devez choisir des sanctions qui sont efficaces, sinon ça s'apparente à une absence de sanctions tout simplement. Le pass vaccinal. Alors, le pass vaccinal, plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas dit que j'étais contre ou pour le pass vaccinal. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Je pense essayer d'être le plus nuancé possible sur le discours que je vous ai tenu. Bien. Mais quelques observations sur le pass vaccinal. Alors,
Monsieur Baclaine, je vous ai entendu et vous avez évidemment raison de dire que le pass vaccinal n'implique pas une atteinte à l'intégrité physique comparable à la vaccination obligatoire, bien évidemment, mais il n'en reste pas moins que d'autres aspects de la vie privée sont mis en cause par le pass vaccinal. La vie privée, ce n'est pas que l'intégrité physique. La vie privée, c'est l'intimité, et l'intimité, c'est beaucoup de choses, beaucoup de facettes de notre vie, en ce compris la liberté que nous avons d'avoir des relations sociales avec qui l'on le souhaite. Et le pass vaccinal porte atteinte, donc, selon moi, en tout cas, la question mérite d'être posée, de savoir si le pass vaccinal porte atteinte éventuellement à d'autres aspects de la vie privée. Mais pour ça, vous devez passer c'est le crash test que j'évoquais tout à l'heure. De nouveau, il faut passer les 5 étapes. Bien. J'ai le sentiment, mais de nouveau, il faut le vérifier, que les droits fondamentaux qui pourraient être mis en cause par le pass vaccinal sont plus nombreux que pour la vaccination obligatoire. Il n'y a pas que la vie privée, comme je viens de le dire, il y a la liberté de circulation, il y a la liberté d'enseignement, il y a la liberté aussi d'épanouissement culturel. Et le paradoxe, c'est que ce sont précisément des droits fondamentaux que la vaccination obligatoire permet de garantir indirectement. Ce sont aussi, et je tiens à le dire ici, des droits fondamentaux collectifs, c'est-à-dire qu'ils sont démocratiquement très chargés, avec un enjeu démocratique qui est très important. Le pass vaccinal risque de porter atteinte, par exemple, à la liberté de rassemblement. La liberté de rassemblement, c'est la liberté de manifester, qui est une liberté démocratique. Je ne peux pas ne pas le souligner ici. Vous comprenez évidemment pourquoi. Je constate aussi, s'agissant du pass vaccinal, que les victimes des ingérences que le pass vaccinal peut causer dans différents droits fondamentaux, ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais ce sont aussi les personnes qui sont vaccinées. Le pass vaccinal me paraît être une obligation vaccinale déguisée, mais une obligation vaccinale déguisée qui sanctionne tout le monde, en ce compris les personnes qui ne sont pas vaccinées. Quatrième élément que je mets sur la table, mais que vous devez approfondir, c'est aussi la question du risque de fraude. Moi, j'entends quand même souvent que s'agissant du pass vaccinal, et c'est la même chose pour le CST, les fraudes, elles existent. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas intégrer cette dimension dans vos réflexions. Cinquième point aussi, toujours sur le pass vaccinal, les données personnelles que nous avons transmises à l'État, ces données ne l'ont pas été, je le dis très directement, mais elles ne l'ont pas été pour permettre à des restaurateurs de faire un contrôle sur la possibilité que nous avons d'entrer dans un restaurant ou pas. Ces données ont été transmises à d'autres finalités. Là encore, je reviens sur la nécessité d'entendre sur ce point des experts en traitement de données à caractère personnel. Alors, j'entends par ailleurs que vous pourriez, comment vais-je dire, que vous pourriez renoncer à la vaccination obligatoire parce que ce ne serait pas nécessaire, parce que vous seriez convaincu que ce n'est pas nécessaire, et c'est un jugement que je respecterai évidemment pleinement, mais pourquoi alors serait-il nécessaire de passer par la vaccination, le pass vaccinal, et finalement, je le dis là aussi très directement, de compliquer la vie de tout le monde pour protéger le choix de quelques-uns de ne pas se faire vacciner. En d'autres termes, moi j'ai peur d'une chose, mesdames, messieurs, je vous le dis très franchement, j'ai peur que vous soyez convaincus, et moi je ne suis pas convaincu d'une décision à prendre ou pas, je ne suis pas légitime pour cela, mais moi j'ai peur qu'à un moment donné vous soyez convaincus, à la lumière de tout ce qui vous a été dit, qu'il faut renoncer à l'obligation vaccinale, à tout le moins aujourd'hui, et que dès lors, par une sorte de dépit, et presque mine que rien, vous imposiez le pass vaccinal. Non, je le répète, le pass vaccinal n'est acceptable sur le plan juridique que si vous faites exactement les mêmes vérifications que pour la vaccination obligatoire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si vous ne le faites pas, vous allez droit dans le mur. Ça ne veut pas dire que le pass vaccinal n'est pas acceptable sur le plan juridique. Non, ça veut dire qu'il y a un processus de vérification à faire et c'est à vous de le faire compte tenu de tous les éléments juridiques, médicaux, psychologiques que vous pouvez recueillir sur le pass vaccinal, comme vous l'avez fait pour la vaccination obligatoire. Je poursuis. J'essaie d'être bref. Hein. Alors, le crash test, j'ai appelé ça crash test parce que c'est une image qui frappe évidemment. Ce n'est pas à moi de le faire. Je le répète. Et je ne l'ai pas fait, ce crash test. J'ai entendu que certains ont laissé entendre, ou alors j'ai mal compris, et je vous prie alors de bien vouloir m'en excuser, que j'étais pour la vaccination obligatoire, pour ou contre le pass vaccinal. Absolument pas. Ce que j'ai tenté de faire, c'est de vous montrer qu'aucun scientifique ne détient la vérité à lui seul. Et donc, on doit, chacun d'entre nous, épidémiologistes,
psychologue, médecin, peu importe, juriste, on doit chacun d'entre nous faire preuve d'humilité. Les seules personnes qui peuvent dégager une vérité, et ce sera une vérité politique, ce ne sera pas une vérité scientifique, les seules personnes qui peuvent dégager une vérité, c'est vous. Parce que vous êtes les seuls, après toutes ces auditions, à avoir de nombreux éléments, peut-être pas tous, je reviens sur les données à caractère personnel, mais un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre, à un moment donné, de dire on prend nos responsabilités et on prend une décision politique. Et donc, c'est à vous de faire ce crash test, c'est à vous de suivre la feuille de route que je vous ai suggérée, mais qui me paraît être la feuille de route qu'impose le droit, en injectant tous les éléments que vous aurez pu recueillir. Je suis d'ailleurs frappé de constater que, comment vais-je dire, tous les éléments que vous avez pu entendre en dehors du droit, hein, les éléments médicaux, psychologiques, etc., économiques aussi, je l'oubliais tout à l'heure, tous ces éléments sont liés, je l'ai dit tout à l'heure, à la grille que je vous ai proposée. Le centre, c'est quoi? C'est la balance des intérêts. Je crois que vous avez bien compris ça, balance des intérêts. Et moi, j'ai évoqué la balance des intérêts en disant, ben, la vaccination obligatoire, elle est dans un plateau de la balance avec tous les avantages que ça peut avoir, la vaccination obligatoire. Et puis sur l'autre plateau de la balance, je vous ai dit, ben, il peut y avoir d'autres droits fondamentaux, hein, des droits fondamentaux qui entrent en balance avec la vaccination obligatoire. Oui, mais il n'y a pas que des droits fondamentaux qui entrent en balance, qui doivent entrer, qui doivent être placés sur les plateaux de la balance. Il y a aussi des données juridiques autres que les droits fondamentaux. Je n'ai malheureusement pas entendu mon ami Bernard Dubuisson mercredi après-midi, qui est un des grands spécialistes de la responsabilité civile. C'est évident que cette donnée-là doit être prise en compte aussi. C'est un des éléments à intégrer. Il y a des données médicales également. Tout à l'heure, M. de Caluet évoquait la question du report des soins pour des personnes qui ne sont pas affectées par le Covid. Bah, évidemment que c'est une donnée médicale qui est importante, selon moi, qui doit aussi être mise dans les plateaux de la balance. J'ai entendu, parce que lui, j'ai eu la chance de l'entendre, mon collègue Vincent Iserbit évoquer aussi des questions très importantes sur le plan psychologique. Le souci d'éviter un clivage dans la société, le souci aussi de privilégier des choix de société qui soient clairs. Mais ça aussi, ce sont des intérêts qui entrent dans la balance. Mais toutes ces données-là, je dirais, c'est vous qui les avez et vous devez faire une synthèse de tout cela. Donc, de grâce, je ne voudrais pas que vous, ou que après ça, dans les réseaux sociaux, on me fasse dire que je suis pour ou contre la vaccination obligatoire, pour ou contre le pass vaccinal. Absolument pas. Moi, je vous ai proposé une méthode et j'ai émis un certain nombre de doutes sur un certain nombre de doutes sur la vaccination obligatoire, sur le pass vaccinal, mais ce sont des doutes que vous devez vous-même éprouver à la lumière de tous les éléments que vous avez. Moi, je ne les ai pas tous, ces éléments. Je ne les ai pas tous, bien évidemment. Alors, deux autres questions, et puis je me tairai. L'article 187 de la Constitution, bon, l'article 187, pour les non-juristes qui sont devant moi, c'est un article qui interdit toute possibilité de décréter l'état d'urgence en Belgique et donc toute possibilité de mettre entre parenthèses pendant une certaine période un certain nombre de droits fondamentaux. La Constitution ne peut pas être suspendue ni en tout ni en partie, dit l'article 187 de la Constitution. Alors, non, je n'ai pas évoqué l'article 187 parce que, pour ma part, j'ai quand même le sentiment que la vaccination obligatoire n'implique aucune suspension du droit à la vie privée. La vaccination obligatoire implique des ingérences, des limitations du droit à la vie privée, mais pas une mise entre parenthèses complète du droit à la vie privée. Je me permets d'ajouter une chose pour les députés devant moi qui sont intéressés par cela, c'est que je dois à la vérité de dire que la distinction qu'on peut faire entre un droit qui est simplement limité, pas simplement, c'est important limité bien sûr, mais un droit qui est limité, et c'était ma perspective aujourd'hui, et un droit qui est vraiment mis entre parenthèses, qui est suspendu pendant une certaine période, eh bien cette distinction, elle n'est pas si facile que cela à établir. Oui, en droit, en théorie, hein, vous trouvez dans la littérature toute une série de propos qui vous expliquent que, effectivement, quand un droit est atteint dans son noyau le plus dur, il est suspendu, et sinon c'est une simple limitation. Nous avons fait à 4 juristes une étude récente qui va sortir dans quelques jours. Je l'ai faite avec Céline Romainville, ma collègue ici à l'UC Louvain. Je l'ai faite avec Sébastien Van Drogenbroek, qui est professeur à l'Université Saint-Louis, et avec Roxane Delforge, une de nos chercheuses ici. Et nous avons en 40 pages essayé de montrer, parce que c'est notre conclusion, que l'article 187 est devenu impraticable, parce que faire la différence entre suspendre un droit et déroger à un droit au sens de le limiter, en pratique, c'est extrêmement difficile à établir.
Alors, c'est un autre chantier que vous pourriez un jour aborder, c'est l'article 187, mais pour ça, il faudrait qu'il soit révisable, et donc c'est plutôt un rendez-vous que nous devrions vous donner en 2024. Dernière chose, j'ai entendu toute une série de questions, d'interrogations, de remarques, Madame Fonck, Madame Rony, notamment sur la question du temps et plus particulièrement du temps médical. Alors, c'est évidemment une question qui est très délicate. Je ne veux absolument pas botter en touche ici, loin s'en faut. Dans la balance des intérêts, Madame Fonck, il est évident que vous devez intégrer, au niveau de la temporalité, tout ce qui peut aujourd'hui être raisonnablement et sérieusement prédit pour l'avenir. Ça doit évidemment entrer en ligne de compte dans la décision que vous allez prendre aujourd'hui. Maintenant, je suis parfaitement conscient, je vous ai bien entendu, et j'ai bien entendu Sophie Rony, sur le fait qu'il y a toute une série de choses qui, aujourd'hui, relèvent de l'incertain parce qu'elles ne peuvent pas être prédites. L'avenir reste grandement incertain. Et là, évidemment, moi, je suis évidemment enclin d'abord à écouter mes collègues des sciences médicales sur cette question-là. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, alors je n'ai pas entendu les débats que vous avez eus mercredi après-midi avec Vanessa de Greef et avec Patrick Charlier notamment, j'aurais été beaucoup intéressé, mais mercredi après-midi, j'étais pris, je ne pouvais pas le faire et je n'ai pas pu le faire en podcast, malheureusement. J'entends qu'une des pistes possibles serait d'envisager une espèce de cadre général qui, si j'ai bien compris, permettrait que, à certaines conditions, on puisse à un moment donné décréter l'obligation vaccinale en fonction, alors vous n'avez pas utilisé le terme, Madame Fonck, mais c'est un peu l'idée quand même, en fonction d'une sorte de baromètre, d'un certain nombre de paramètres qui à un moment donné pourraient aboutir à la conclusion, maintenant il faut y aller. Avant il ne fallait pas, maintenant il faut y aller. Et j'ai entendu que la loi pourrait laisser cela à l'exécutif, finalement. C'est l'exécutif qui, à un moment donné, dirait on y va ou pas. Alors, j'avoue que c'est une question qui mérite d'être approfondie, mais moi, je suis quand même un peu sceptique sur le plan strictement juridique. Je vous ai dit qu'une ingérence dans un droit fondamental, elle doit être claire, elle doit être précise, ce qui veut dire que les éléments essentiels de l'ingérence doivent figurer dans la loi elle-même. Ça ne veut pas dire que le législateur ne peut pas laisser une marge de manœuvre à l'exécutif. Je n'ai pas dit ça, mais l'essentiel doit être dans la loi elle-même. Alors, dire on fixe un certain nombre de balises qui vont permettre après cela à l'exécutif d'un moment donné décréter la vaccination obligatoire, je vois mal comment on peut imaginer un dispositif législatif où les éléments essentiels seraient dans la loi, compte tenu précisément de toute une série d'incertitudes. Et alors, deux remarques encore sur ce point, et puis j'en termine par là, Monsieur le Président. D'abord, tout cela repose sur l'idée que le Parlement fonctionne toujours lentement. Ouais, moi, je ne suis pas sûr que le Parlement est voué tout le temps à fonctionner lentement. Moi, je crois que le Parlement, il faut aussi, de temps en temps, il peut prendre des décisions rapides. Et il a les moyens de le faire. Bien sûr, c'est bien que le Parlement fonctionne lentement, parce qu'on a besoin aussi de lois qui sont mûries, réfléchies. Et donc, le temps long est important. Et je le dis à mes étudiants, je le répète devant vous. Mais dans certains cas, on peut imaginer que le Parlement puisse prendre une décision rapidement. Vous avez maturé ici toute la question de la vaccination obligatoire. Très bien, vous pouvez arriver à la conclusion que ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas opportun aujourd'hui de le faire. Très bien. Mais qui vous empêche dans un mois ou dans 2 mois, si la crise reprend de manière particulièrement fulgurante, de dire on se réunit et on a les éléments en main, on peut décider rapidement. Je crois que c'est parfaitement possible. Deuxième chose, et puis je me tairai parce que je crois que j'aurais, je pense, répondu à beaucoup de questions qui m'ont été posées. Deuxième chose, j'ai quand même du mal, et là je fais référence notamment à ce que disait Sophie Rony, notamment par rapport à la loi pandémie. J'ai quand même du mal à parce que la loi pandémie, Sophie Rony, je ne l'ai pas sous les yeux, mais les mesures qui sont permises par la loi pandémie, elles n'incluent pas du tout la vaccination obligatoire. Donc, il faudrait modifier la loi pandémie, sauf erreur de ma part, bien sûr. Mais j'ai du mal, moi, à considérer que imposer une vaccination obligatoire, qui sera finalement mise en œuvre dans un temps quand même relativement long, de considérer que c'est la même chose que imposer un confinement d'1 mois qui est immédiatement exécutable. C'est quand même pas la même chose du tout. La vaccination obligatoire, c'est une mesure qui est bien plus sérieuse.
plus sérieuse, c'est pas qu'elle est plus sérieuse, mon mot est maladroit, c'est une mesure qui est prise quand est plus lourde au sens où elle se déploie dans un temps qui est quand même un temps plus long qu'une mesure de confinement de 15 jours ou une fermeture des commerces de 15 jours. Et donc, c'est pour moi pas du tout la même chose. Donc, pour résumer, cette piste-là, de mesures générales qui seraient concrétisables par une sorte de déclenchement par l'exécutif, je suis vraiment, vraiment, sur ce point, sur le plan juridique, éminemment sceptique de sa compatibilité avec les exigences en matière de protection des droits fondamentaux. Je vous remercie pour votre attention. Je suis franchement désolé, j'ai une réunion effectivement à 13 heures. J'avais averti que je serais peut-être un peu en retard, mais je ne peux pas avoir un retard démesuré, malheureusement. Je suis vraiment confus de cela. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.